Le Liban, toujours, où plus de 3500 personnes ont été tuées depuis le 2 mars dernier, selon le ministère de la Santé. Parmi ces victimes, des femmes, des hommes originaires du Soudan ou encore d'Éthiopie, dont il est aujourd'hui encore impossible de citer les noms, de raconter les histoires, puisque pour certains, leurs corps n'ont jamais été identifiés. Bonjour à vous, Emmanuel Haddad. Vous êtes journaliste à Lorient Le Jour. Merci d'avoir répondu à l'invitation de France 24. On vous doit cet article, cette enquête. Au Liban, le purgatoire des migrants sans sépulture. Vous vous êtes intéressé à cette question. Et Emmanuel Haddad, ce qui est désormais connu dans les mémoires au Liban, comme le massacre du 8 avril. En 10 minutes, on va le rappeler, l'aviation israélienne a pris la vie d'au moins 357 personnes. Parmi ces victimes, au moins 24 étaient des travailleurs étrangers, des migrants. Vous avez écrit dans votre article dépouillés de tout jusqu'à leur patronyme. Comment est-ce que vous expliquez que ces hommes et ces femmes n'ont pas de nom aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a tendance à oublier, évidemment, l'écrasante majorité des victimes sont des Libanaises et des Libanais. Les migrants vivant dans un système qu'on appelle le kafala au Liban et au Moyen-Orient en général, dans les pays du Golfe aussi, sont dépendants de leurs employeurs et donc quand leurs employeurs décèdent ou quand leurs employeurs, c'est souvent le cas aussi dans les deux guerres qui ont eu lieu au Liban, fuient ou quittent la maison et abandonnent leurs travailleurs domestiques, leurs travailleuses domestiques. Si ces personnes décèdent, il se peut qu'elles n'aient pas leur passeport, leur papier d'identité avec elles, parce que parfois ils sont confisqués par les employeurs, et on a du mal du coup à les identifier. Et donc c'est notamment ce qui est arrivé avec une des travailleuses migrantes qui est décédée le 8 avril. Moi, l'histoire que j'ai racontée, c'était aussi l'histoire des travailleurs migrants, des travailleuses migrantes qui eux aussi veulent alerter sur cette situation. Donc moi, j'ai commencé à m'intéresser à cette question parce que donc Tima Ahmad, une Éthiopienne qui vit au Liban depuis l'âge de 17 ans et qui a elle-même fui le système du kafala au bout de 3 ans pour les nombreux abus qu'elle a vécus, m'a alerté, m'a dit, même avant en fait la Première Guerre, il y a des femmes dans les morgues, des femmes éthiopiennes, et il faut qu'on en parle, il faut qu'on comprenne comment on en arrive là. Et donc petit à petit, c'est vrai qu'avec le retour de la guerre, je l'ai accompagné dans cette recherche et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de tenants et aboutissants qui menaient à cette situation vraiment tragique. Vous vous êtes aussi confronté à une réalité, on l'a vu tout à l'heure sur une image, sur ce caisson de la morgue, où 3 lettres sont collées pour justement tenter d'identifier, enfin en attendant l'identification des victimes, X, Y, Z, vous l'évoquez largement dans votre article. Vous avez aussi, je crois, tenté de contacter les autorités. Le ministère de la Santé dresse donc le bilan des victimes depuis le 2 mars dernier, 14 000 personnes au moins tuées ou blessés. Il y a les Libanais, les Syriens, les Palestiniens et une catégorie qui comprend les autres. C'est quoi les autres ? Bah, les autres, c'est justement toutes ces nationalités dont on n'a pas estimé nécessaire de faire un recensement par nationalité. Donc le ministère de la Santé renvoie aux ambassades et aux consulats à qui il est censé avoir informé du nombre exact de morts à chaque fois. Nous, on n'a pas accès publiquement à ces données. Ce qui m'a été précisé par un journaliste éthiopien, c'est que lors de la pandémie de Covid en 2000, chaque personne infectée au Liban était donc, on donnait les nationalités de tout le monde. Donc il y avait les Éthiopiens, le nombre d'Éthiopiennes infectées, etc. Donc ce qu'il entendait dire, c'est que si on veut, on pourrait en fait aussi donner des chiffres sur ces morts. Et c'est ça qui est reproché par les personnes migrantes. Je pense notamment à Vianney de Marceau, une des militante camerounaise qui dit que évidemment la responsabilité incombe au consulat, aux ambassades, mais par exemple le consulat camerounais a très très peu de moyens. Il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements au sein des consulats, donc ils attendent avant tout de l'État libanais de faire ce travail et pour eux il y a une forme de racisme évidemment derrière cette absence
de quête des noms des victimes, donc qui sont qualifiés d'autres, mais en fait qui sont des travailleurs qui sont parfois dans cette société depuis plusieurs décennies, qui font vraiment partie de la société libanaise. On voit en photo Bakri, il Oui. est donc concierge depuis 19 ans dans le village de Shrim, et c'est grâce à ses relations avec le Mourtal, donc une espèce de maire local, qu'il a réussi à obtenir donc l'achat de quelques tombes pour la communauté soudanaise dans ce village. Donc il entretient de très bonnes relations, et il faut aussi souligner qu'évidemment il y a des employeurs qui font la part des choses. Tout n'est pas non plus complètement noir, et qui enterrent et qui rapatrient les personnes migrantes pour leur donner voilà une sépulture. Tima Ahmed aussi, la militante que vous évoquiez tout à l'heure, on l'a aperçue. Et d'ailleurs, on remercie Mathieu Karam pour ces photos. Emmanuel Haddad, vous évoquiez à l'instant notre confrère journaliste éthiopien. Vous faites sans doute référence à Zekarias Zelalem, que vous citez dans votre article. Toujours sur la question des ressortissants éthiopiens, ce journaliste se base sur une source diplomatique qui lui assure donc que des instructions ont été données pour faire en sorte que les liens avec Israël soient préservés. D'où la problématique d'identifier, de quantifier le nombre de victimes éthiopiennes. Vous voulez bien nous en dire plus là-dessus ? Alors c'est voilà, c'est là où on rentre en effet dans toute la complexité. L'État libanais a un rôle évidemment dans cette absence de communication des victimes migrantes par nationalité. Après, il en incombe à chaque ambassade de communiquer ou pas. Et donc il y a eu pendant mon enquête, il y a eu des victimes. Donc de nationalité bangladaise, pardon, qui ont donc été nommées par leur ambassade qui a condamné l'attaque qui avait lieu à Nabatiyé. Ça n'a pas été le cas, donc en effet, du consulat d'Éthiopie. Donc notamment ce journaliste regrette exactement aussi le fait qu'il n'y a pas d'ambassade éthiopienne au Liban, mais un consulat. Malgré la présence d'une forte communauté. Et ce consulat, en effet, selon une source qui m'a expliqué, voilà, ne fait en sorte de ne pas communiquer. Donc on n'a aucune communication sur le nombre de victimes, on n'a aucune dénonciation alors qu'il y en a eu plusieurs. Donc ces personnes migrantes sont confrontées à tout un ensemble de facteurs potentiellement déshumanisants. Donc on a la déshumanisation dans la vie liée à ce système du kafala, on a la déshumanisation pardon, dans la mort qui est aussi liée à l'absence de moyens de l'État ou potentiellement une absence de volonté liée à peut-être un fond de racisme, Et et de aussi à résistance, des vous dites, politiques. Emmanuel Haddad, pardon, je vous coupe parce qu'on va manquer de temps, il y a aussi une forme de résistance aussi de la part de certains Libanais qui ne souhaitent pas voir ces migrants enterrés dans leur cimetière. Donc il y a un racisme jusque dans la mort. Et il y a un racisme dans la mort, selon ça, c'est les termes en effet du frère Michael, qui est un jésuite qui lui vraiment se donne corps et âme pour en effet offrir une sépulture à ces personnes, donc avec le Jesuit Refugee Service, qui donc prennent en charge quand c'est possible les enterrements des personnes qui en effet n'ont peut-être pas trouvé de cimetière au Liban, faute de place, faute de moyens, ou parfois c'est ce qui m'a exactement rapporté, parce que le racisme se poursuit jusque dans la mort. Après, il y a, encore une fois, juste pour nuancer, des familles qui ont enterré leurs travailleurs domestiques dans leur propre cimetière avec leur propre famille. Mais c'est vrai que, bon, de manière structurelle, il y a un racisme au Liban qui est lié à ce système du kafala. Et donc, c'est vrai qu'il se poursuit, en effet, jusque dans la mort, malheureusement. Et il y a tout de même cette mobilisation de leurs compatriotes que vous mettez en lumière dans votre article, qui restent mobilisés, qui tentent de leur redonner une forme de dignité. Exactement, donc c'est vraiment, moi j'avais vraiment envie d'insister là-dessus. C'est comme je vous dis, une migrante éthiopienne qui m'a saisi sur cette question, et c'est au travers de l'engagement je pense à Hamza, un Soudanais engagé au sein du Migrant Community Center, Mariam, une Sierra-Léonaise, et d'autres leaders, on va dire, au sein de leur communauté, que j'ai pu donc raconter leur combat pour parler de cet angle mort, malheureusement, de la mobilisation, parce que les communautés migrantes sont présentes au Liban depuis des décennies. Elles ont obtenu des droits, elles ont des syndicats, elles ont des associations.
La question de la mort reste évidemment, ça reste un tabou pour, toutes les sociétés. Au Liban, ça reste une question, voilà, qui reste un petit peu à mettre en avant pour ces personnes, et qui va aussi, accompagner leur lutte pour obtenir plus de droits, justement dans l'ensemble de leur mission et en période de guerre au Liban et ça fait 3 ans qu'on est en période de guerre, malheureusement, elles sont de plus en plus confrontées à cette situation, tragique. Merci beaucoup, Emmanuel Haddad. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci d'avoir partagé aussi cette enquête. On peut vous lire dans les colonnes de L'Orient le jour. Voilà votre article au Liban, le purgatoire des migrants sans sépulture. Merci beaucoup. Merci.